Bonjour à tous, désolé pour la dernière fois on avait été coupé dans la présentation de thérapie manuelle orthopédique. Donc normalement je voulais le faire la présentation en une seule fois, mais voilà, malheureusement les obligations familiales ont fait que je vais devoir le faire en deux fois. Donc voilà, donc on est arrivé aux effets des techniques hands-on en particulier, mais on peut l'extrapoler à toute forme de thérapie, hands-off aussi, aussi bien les exercices que même éventuellement plus l'aspect médical en termes de pharmaceutique, en termes de médicaments par exemple. Et donc on sait que si on prend le hands-on, donc les techniques manuelles, on a un effet biomécanique sur différents tissus mous, sur les tissus articulaires, les disques, les facettes, etc. Et en fait cet aspect biomécanique, cet effet biomécanique qu'on va voir sur les tissus, va générer une cascade de réactions physiologiques de par tous les mécanorécepteurs qu'on a dans ces différents tissus, notamment les mécanorécepteurs donc forcément de pression, qui vont donc envoyer une information. Et à partir de là, donc, cette cascade neurophysiologique va générer un aspect ontalgique, un aspect de facilitation moteur et aussi un effet sur le système nerveux neurovégétatif. Et bien entendu, on a un phénomène placebo, comme dans toute thérapeutique, qui peut-être sera renforcé par la thérapeutique spécifique hands-on, manuel, l'aspect émotionnel touché, les croyances qu'il y a dans le touché, l'aspect relationnel qu'il y a dans le touché. On rentre quand même dans une sphère, dans l'intimité, on va dire, du patient. Et donc c'est complexe, le toucher c'est quelque chose de complexe, c'est pas, c'est multifactoriel, probablement au niveau des effets, comme on a discuté dans une dia précédente. Alors du coup, si on veut un peu voir l'effet placebo, Joël Bialowski, qui a beaucoup étudié l'aspect placebo dans la thérapie manuelle orthopédique, a proposé un modèle et lorsqu'il était venu notamment à un congrès ici en septembre 2019 à Anvers, en Belgique, il a proposé cette DIA. Et donc, si on prend par exemple un patient qui a une lombalgie, toujours dans le contexte de la lombalgie, on sait que si on le laisse dans ce qu'on appelle le wait and see, donc on attend et on laisse voir, on laisse donc le patient sans traitement. Et comme il a une évolution naturelle favorable dans la lombalgie, dans la très grande majorité des cas, rappelez-vous, après 2 semaines sans traitement, on a déjà 50% des patients qui s'améliorent, et bien donc on a un effet, désolé, on a un effet qui est de guérison, les processus d'auto-guérison du corps humain se mettent en place et donc on a un effet sans traitement déjà qui se met en place sur l'amélioration des symptômes, donc qui est ici l'aspect, on appelle ça wait and see. Ensuite en bleu, on va avoir des effets liés au placebo, donc de la thérapeutique qui va être proposée, donc par exemple du hands-on, mais ça pourrait être du hands-off aussi. Donc en bleu, ça représente l'effet placebo. Et en blanc, ça représente l'effet spécifique de la thérapie manuelle hands-on, par exemple ici, sur le patient lombalgique. Et donc le patient va avoir une évolution totale qui va inclure donc le wait and see, les mécanismes placebo et les mécanismes spécifiques de la thérapie manuelle, par exemple sur la douleur. D'accord ? Et donc ce qui est important de comprendre, c'est que l'effet total de la réduction de la douleur qu'on va retrouver ici n'est pas lié uniquement au fait que vous avez bien mobilisé ou bien manipulé votre patient. D'accord ? Ça se retrouve ici. D'accord ? Donc ça permet de relativiser aussi l'importance des interventions, de garder un peu d'humilité aussi, et aussi de ne pas croire qu'on ait un super pouvoir dans ses mains et que c'est grâce à nous que le patient va vraiment beaucoup mieux, parce que de nouveau, c'est véhiculer des fausses croyances, c'est pas rendre le patient autonome non plus, et c'est pas la vérité, donc tout simplement aussi. Donc ça c'est important de comprendre, et donc on va approfondir un petit peu tout ça. Si vous voulez vraiment en savoir plus, il y a une conférence qu'il avait fait ici à LifeHunt à Glasgow en 2016 qui dure 1 heure. Que vous pouvez aller, si vous avez le temps, vous pouvez aller cliquer sur le lien pour avoir plus d'explications. Une autre étude intéressante par rapport à cet aspect placebo,
qui a été publié ici donc, au départ par Moral et al. En 2017, ici. On voit qu'un groupe, donc il y a 3 groupes, donc un groupe sans traitement, qui se trouve ici, un groupe placebo, donc c'est-à-dire avec un faux traitement, et un groupe traité, donc un groupe thérapeutique. Et donc dans ces 3 groupes ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'on peut, donc c'est aussi bien pour la pharmacologie que pour la thérapie physique, hein, donc c'est pas uniquement dans le contexte de la thérapie manuelle, cette étude-là. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le groupe sans traitement a eu une amélioration, d'accord. Voilà, simplement évolution naturelle de la pathologie, de la maladie, le corps qui lutte contre donc les processus d'auto-guérison du corps humain qui lutte contre la maladie et qui aide à la récupération du corps. D'ailleurs, c'est un des processus fondamentaux en ostéopathie, c'est vraiment la croyance dans ces capacités d'auto-guérison du corps humain est très très forte en ostéopathie d'ailleurs. Ensuite, donc, on a le groupe placebo où on voit qu'on a un effet donc, naturel favorable de par les processus d'auto-guérison. Et on a l'effet placebo, d'accord, qui va se trouver ici, lié à la croyance que le patient a reçu un vrai traitement. Un traitement, alors que c'est un faux traitement, mais qu'il a reçu un traitement. Donc, tous les facteurs contextuels qui sont associés lorsqu'il y a un traitement. Et puis, on a un groupe traité où on a de nouveau, ben voilà, l'aspect donc évolution naturelle favorable de la lombalgie par exemple, l'effet placebo, les mécanismes placebo et les mécanismes spécifiques du traitement, que ce soit par exemple un médicament, que ce soit une technique de thérapie manuelle. Et donc de nouveau, on voit que les effets spécifiques ici sont c'est une très petite place, d'accord, par rapport aux autres mécanismes comme le processus d'auto-guérison, les mécanismes placebo, et donc on voit vraiment de nouveau, c'est une autre illustration que l'évolution totale du patient dépend de plusieurs résultantes. Alors voilà, il y a encore ici une autre étude dont la source se trouve ici, qui montre la même chose, hein, que donc l'effet spécifique du traitement se trouve ici en haut, que l'effet donc placebo, donc non spécifique, si vous voulez, l'effet non spécifique, c'est les effets thérapeutiques contextuels, d'accord, qu'on va retrouver ici, et que l'évolution qu'on appelle l'évolution naturelle favorable sans traitement, donc c'est l'évolution naturelle ici, c'est la régression aussi à la moyenne, ça c'est une méthode statistique de calcul, c'est l'effet Hawthorne effect, donc c'est le fait de se sentir observé dans une étude aussi, va modifier notre comportement en augmentant, en améliorant en général. Donc voilà, donc ça dépend de plusieurs choses, ces effets, ces différents effets. Donc ça permet de comprendre de nouveau pourquoi voilà, un patient va évoluer favorablement, par exemple, quels sont les différents mécanismes d'action et pourquoi dans les études aussi, par exemple, parfois on trouve très peu de différences. Par exemple, souvent dans les études, si on compare un groupe placebo avec un groupe traité, voilà, on voit que le delta ici, il n'est pas énorme, d'accord, entre les deux groupes, et donc parfois on n'a pas d'effet significatif entre une thérapeutique réelle et une thérapeutique placebo, parce que l'effet spécifique n'est pas si important que ça. Donc, et ça c'est pour beaucoup de traitements, ça ne concerne pas que la thérapie manuelle. Alors, ensuite, pour les effets qui sont donc non spécifiques au traitement de thérapie manuelle, ou même de rééducation, donc, comme je le rappelle, la thérapie manuelle c'est hands-on et hands-off. Donc quand je dis thérapie manuelle, ça comprend les deux. Donc les effets qui sont non spécifiques, c'est l'image perçue par le patient du thérapeute, donc ses diplômes, son niveau d'expertise, la façon dont le praticien s'habille, sa réputation. Voilà, donc ça peut influencer favorablement ou défavorablement l'évolution du patient. Les comportements et les croyances du praticien, donc son positivisme, son enthousiasme, ont une influence très importante aussi sur l'amélioration du patient ou pas. Langage non verbal, langage verbal aussi, c'est important. Donc les patients qui apprécient les thérapeutes, qui encouragent à poser des questions, ça c'est important aussi dans la communication, dans le pronostic par rapport au traitement. Les attentes et les préférences et les expériences passées du patient ont une énorme influence aussi sur l'évolution favorable ou défavorable du patient par rapport au traitement qu'on va lui proposer. Donc tenir compte de ces facteurs
augmente les chances de résolution des symptômes du patient. Donc c'est intéressant de savoir dans son passé certaines choses en termes de préférence, enfin en termes d'expérience passée, quelles sont ses attentes par rapport au traitement qu'on peut lui proposer, ses préférences éventuellement. Parfois, il vaut mieux commencer par les préférences du patient, même si elles ne sont pas totalement adaptées à la situation d'un point de vue guidelines, par exemple, de la prise en charge de la lombalgie. Mais ça va nous permettre de rentrer en communication avec lui pour le guider vers des éléments et des thérapeutiques plus spécifiques, avec de meilleures preuves scientifiques éventuellement, ou bien simplement plus adaptées aux patients. Alors l'interaction soignant-soigné en termes de communication verbale et non verbale peut très largement évidemment augmenter l'effet placebo, et malheureusement il y a pas mal de praticiens qui jouent là-dessus, probablement qu'ils savent que leur thérapeutique n'a très peu d'effets spécifiques, voire quasiment aucun effet spécifique pour certaines thérapeutiques, un peu farfelu. Et donc du coup, ils jouent beaucoup sur l'aspect communication verbale, non verbale, voire mystique, pour augmenter cet effet placebo, avec une communication pseudo-scientifique, par exemple aussi, pour envoyer un petit peu les patients plus naïfs. Donc voilà, malheureusement, il y a des praticiens qui en jouent. Heureusement, c'est pas la majorité, donc c'est une bonne nouvelle. Mais donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, on a d'autres facteurs aussi qui sont importants, c'est les facteurs organisationnels et environnementaux ici. La ponctualité peut jouer aussi, notamment sur le niveau de stress et d'énervement du patient. Si vous avez une heure de retard, c'est sûr que voilà, ça ne va pas spécialement plaire aux patients. L'ambiance du cabinet, on n'y pense pas toujours, mais les sons, les odeurs, les couleurs, les plantes, les œuvres d'art, la décoration peut avoir une influence dans le bon sens comme dans le mauvais sens du patient. D'accord ? Et enfin, donc, on a cette fameuse alliance thérapeutique qui se fait dans un contexte donc, clinique, qui va créer une alchimie entre deux personnes. Et de nouveau, quand c'est une relation soignant-soigné, il faut qu'il y ait une convergence dans certaines croyances entre soignant et soigné pour que ce soit plus efficace et qu'il y ait cette alliance thérapeutique qui se mette en place. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que certains patients choisissent leur thérapeute, parce qu'ils ont entendu la réputation d'un certain thérapeute par d'autres personnes qui y sont allées. Et peut-être que ça correspond plus à leurs propres croyances dès le départ, et donc il y a déjà un biais dans le... Ce sont les patients qui choisissent le thérapeute plutôt que le thérapeute qui choisit le patient. Et donc voilà, moi personnellement, les patients qui aiment me voir, souvent, ils ont été recommandés par d'autres personnes qui sont venues avant, d'autres patients qui sont venus avant, et donc ils savent un peu comment je travaille, et donc du coup ça a une influence, probablement un filtre d'entrée de jeu sur le type de patient que je vois. Et je pense que c'est la même chose pour tous les thérapeutes qui ont un minimum d'années d'expertise, d'expérience. Ça fait quasiment 20 ans voilà, que je travaille en kinésithérapie et en ostéopathie, et donc du coup forcément je commence à être connu comme le loup blanc, comme on dit, dans ma région. Donc, voilà. Donc, autre chose qui est important de voir aussi, c'est la différence qu'on peut avoir entre un débutant, quelqu'un qui est confirmé, etc., en termes de connaissances. Pourquoi c'est important de parler de ça? Parce qu'on parle d'expertise aussi dans l'aspect thérapeutique. Le modèle Evidence-Based Practice, donc rappelez-vous, il y a le patient évidemment, il y a les évidences scientifiques, il y a 3 piliers, et il y a le troisième, c'est le patient, le thérapeute. Et donc le thérapeute, ça comprend son expertise, son raisonnement clinique aussi. Et donc quand on débute, en général quand on est étudiant, on pense qu'on connaît vraiment beaucoup, et donc c'est la courbe qui est en rouge ici, parce qu'on a beaucoup de choses à étudier forcément, et donc on pense que, comme on part de rien, entre guillemets, on croit connaître beaucoup de choses, d'accord? Ça c'est quand on est vraiment plutôt étudiant. Quand on commence le début de la pratique professionnelle, on est au sommet de ses connaissances, en tout cas on pense être au sommet de nos connaissances, parce qu'on vient de sortir des études, et donc c'est ce qu'on pense. Et puis au plus on devient expert, au plus on rentre dans l'expertise, d'accord? Au plus cette façon cette connaissance, la quantité de connaissances, des choses qu'on croit connaître, est sur la courbe descendante et réduit.
d'accord, avec l'expertise. Alors l'expertise, de manière générale, tout métier confondu, on parle à peu près de 10 ans de pratique avant de développer une expertise. Donc voilà, c'est un peu la norme, c'est à peu près 10 ans. Et ça comprend tous les métiers confondus. Donc peut-être que pour des métiers plus complexes, on serait peut-être à plus que 10 ans. Et clairement, la thérapie manuelle orthopédique est un métier complexe, c'est sûr et certain. En plus, avec l'évolution des connaissances, des technologies, de communication, etc. Mais si on fit vraiment avec ce modèle Evidence-Based Practice, on a des données scientifiques tous les jours qui sont sur la toile, qu'il faut filtrer, étudier, lire et intégrer dans la pratique clinique. Et donc, du coup, c'est une roue qui est en perpétuel mouvement. Et donc, on ne peut pas dire qu'elle s'arrête. Donc, elle est toujours constante, en constante évolution. Et donc, l'expertise, finalement, est-ce que vraiment un jour on devient expert vu qu'il y a une production scientifique énorme tous les jours? Mais donc voilà, donc, il y a des métiers peut-être où il y a moins d'évolution, de révolution ou de sources d'informations, où les mêmes informations restent valables pendant peut-être un plus grand nombre d'années, peut-être 20 ou 30 ans. Alors qu'ici, clairement, par exemple en termes de guidelines, on dit souvent de nouveau qu'il faut à peu près 10 ans pour que les guidelines modifient vraiment concrètement la pratique par rapport à d'anciens guidelines, par exemple ceux sur la lombalgie. Et donc c'est clair que voilà, tous les 10 ans, il faut faire un update assez conséquent de ses connaissances et des pratiques dans différents troubles musculo-squelettiques, tendinopathie par exemple, ou autres. Et donc c'est important de voilà, d'être toujours à jour, et donc on est en perpétuel apprentissage. Et donc est-ce qu'on arrive vraiment un jour à atteindre cette expertise, voilà. Mais donc voilà, c'est juste des cours d'apprentissage au niveau connu, voilà, donc avec la spécificité de certains métiers. Et l'autre courbe en verte ici, c'est la quantité de matière ou de choses que je réalise, que je dois encore apprendre. Et là, justement, on voit que c'est une courbe exponentielle. Au plus on a de l'expertise, au plus on réalise qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et quelle est la quantité de choses que je connais vraiment maintenant, aujourd'hui? On voit qu'avec l'expertise, effectivement, elle augmente, mais de manière légère, d'accord? C'est pas une belle courbe exponentielle. Et donc, au plus on a l'expertise, au plus la connaissance réelle, d'accord, va se trouver ici, d'accord? Donc ça va être la connaissance réelle. Donc c'est important de comprendre pourquoi est-ce que je montre ce graphe-là, c'est juste pour illustrer que l'expérience, l'expertise, ça prend du temps. Et peut-être même plus pour les techniques hands-on, d'accord, parce qu'il y a cette notion de toucher, qui va demander des skills spécifiques en termes de coordination, de ressenti pour appliquer une technique. Mais c'est la même chose aussi pour les exercices, parce que savoir bien faire un exercice, il faut d'abord l'avoir vécu soi-même dans son corps, il faut avoir un bon schéma corporel, il faut avoir une bonne coordination, il faut pouvoir expérimenter ces exercices et surtout le faire expérimenter à autrui, donc à des patients qui n'ont pas les mêmes capacités que vous, soit moins bien, soit meilleur, on espère moins bien si ils sont patients. Voilà. Mais donc voilà, il y a plein de... C'est multifactoriel de nouveau, et donc clairement, ça prend du temps d'être un expert aussi bien en hands-on que hands-off. Alors il faut parler aussi des effets secondaires. Bon voilà, dans les manipulations en particulier, on peut effectivement avoir des effets secondaires, mais on peut aussi en avoir dans les exercices. Je ne les ai pas mis ici. Attention, un des axes fondamentaux de la rééducation dans la lombalgie, c'est l'exercice physique, de manière générale, cardiovasculaire, renforcement. Il y a déjà des personnes qui ont eu des infarctus lors d'une prise en charge de lombalgie. On leur a proposé de faire de l'exercice physique et ils avaient d'autres comorbidités qui étaient associées et ils ont eu un infarctus. Certains en sont décédés dans des études. Et donc, du coup, même avec l'exercice, on peut avoir des effets secondaires qui sont importants. D'accord? Donc, c'est pas que au niveau du hands-on. Là, on va parler un petit peu après niveau médication, par exemple, même chose, si on prend un anti-inflammatoire de manière chronique pendant de nombreux mois, on peut avoir des ulcères gastro-duodénaux qui peuvent mener à des cancers aussi. Donc, il n'y a aucune thérapeutique où il n'y a pas d'effet secondaire. Et donc, forcément, en hands-on, il y en a aussi. Voilà. On ne peut pas être plus catholique que le pape. Hein. Donc, dans toute thérapeutique, il y a risque zéro n'existe pas. Alors, ce qui peut parfois arriver, c'est un risque de coda equina, donc syndrome de la queue de cheval après une manipulation.
ou alors des hernies discales éventuellement, des hématomes par rupture de capillaires, de veines, déchirure musculaire éventuellement, euh, des traumatismes de tissus mous, myofasciaux, ligaments, capsules articulaires, des fractures, voilà, des choses comme ça. Seulement, il est très très difficile d'établir un lien vraiment de cause à effet entre une manipulation et ses effets secondaires. Et donc, c'est pour ça qu'en général, on dit que c'est extrêmement rare. Et même quand ça arrive, c'est toujours difficile de voir ce lien de cause à effet. D'accord? Sauf si ça arrive vraiment immédiatement sur le plan de la table quand vous êtes en train de traiter. Mais si, par exemple, ça arrive plusieurs jours après, bah, c'est déjà plus délicat de faire ce lien de cause à effet. Et peut-être que ce serait arrivé de toute façon chez le patient en faisant autre chose. Donc, par exemple, imaginons que le patient a une fragilité ligamentaire ou myofasciale et il se déchire, vous le déchirez entre guillemets, un ligament par exemple lombaire, ou vous mettez trop de tension dessus pour une manœuvre de manipulation, bah, peut-être que ça lui sera arrivé en rentrant ou en sortant de sa voiture aussi. Mais là, ça arrivait évidemment chez vous, donc vous êtes responsable, vous êtes engagé. Mais donc le lien cause à effet est très difficilement faisable. Et dans le rachis lombaire, heureusement, le risque n'est pas si important que ça, il est très très rare. Et donc du coup, c'est pas du tout pareil pour le rachis cervical ici, surtout au niveau rachis cervical supérieur, où là on a vraiment notamment une artère intervertébrale et d'autres éléments neurologiques importants qui passent et qui, là par contre, voilà, peut donner un risque de décès euh, après une manipulation par exemple. Donc au niveau lombaire, thoracique, etc., si on respecte bien les indications, et en général c'est rare, extrêmement rare qu'il y ait un problème. Et quand il y a un problème, c'est difficile de faire ce lien quand même de cause et effet entre la manipulation et l'effet observé, même si parfois, effectivement, on peut quand même le faire. Donc voilà ici une synthèse donc, des effets qu'on va voir chez les patients au niveau neurophysiologique, donc un aspect analgésique, un aspect sous contrôle moteur et un aspect sous système nerveux neurovégétatif. Alors ce dernier est peut-être moins important, en tout cas au niveau lombaire ou lombo-pelvien, sauf peut-être au niveau périnéologie, peut-être qu'il y a des liens à faire avec la périnéologie qui serait intéressant ici. Il commence à y avoir tout doucement les études qui s'intéressent à ça dans la littérature. Sur le système moteur, ça améliore la proprioception, la qualité de la contraction musculaire, donc l'endurance, la force, etc. Donc ça c'est intéressant aussi pour dans cette optique d'exercice par la suite notamment, ou de solliciter plus les muscles profonds, parce que c'est souvent le problème qu'on a quand on a des problèmes un petit peu musculo-squelettiques, c'est que les muscles superficiels sont devenus hypertoniques par rapport aux muscles profonds qui sont devenus moins toniques. Et donc il faut réinverser cette tendance et que les muscles profonds soient plus actifs que les muscles superficiels. Et donc ça va se faire par le travail actif, d'accord? On peut très bien starter le travail après les manipulations pour favoriser ce phénomène de facilitation des muscles profonds. Et l'aspect antalgique qui forcément est intéressant. Ça c'est le modèle complexe, complet de Joël Bialowski sur les différents mécanismes d'action donc au niveau neurophysiologique qu'il va y avoir après un traitement manuel. D'accord? Donc que ce soit d'ailleurs un travail de fasciathérapie, que ce soit un travail de mobilisation, de manipulation, un travail de trigger point sur des muscles, de crochetage même, voilà, donc c'est le modèle explicatif que quand on va faire un stimulus mécanique, donc ici je vais faire un stimulus mécanique au niveau des tissus mous, d'accord, peau, muscles, prénévrose, capsule, ligaments, et donc j'envoie donc dans ces tissus une information qui va directement générer un relâchement musculaire, voire une amélioration des amplitudes articulaires, donc on a un effet qui va être immédiat. L'information va envoyer par les mécanorécepteurs dans le système donc, nerveux périphérique, va entrer par la corne dorsale, d'accord, au niveau de la moelle épinière. Et à partir de la moelle épinière ici, on va avoir plusieurs mécanismes, d'accord, de modulation de la douleur, d'accord, et de facilitation motrice, comme j'ai discuté tout à l'heure. Okay, donc on va avoir différentes actions ici. Et donc au niveau de la moelle épinière, on a une modulation sur
l'activité musculaire, sur l'hypoalgésie directement qui va se mettre là. On a un premier point de modulation. Après, de la moelle épinière, on va aller vers le tronc cérébral et l'entrée du cerveau. Et donc là, on va avoir des réponses du système nerveux autonome qui vont être véhiculées de manière automatique ici. On va commencer à avoir des effets non spécifiques, placebo, liés aux attentes, liés à l'aspect psychologique, à des mécanismes psychologiques. On aura des effets aussi neurovégétatifs aussi qui vont se mettre en place au niveau neuro-endocrinien, d'accord, qui peuvent aussi se mettre en place, qu'on va voir ici par exemple, d'accord. On peut aussi donc avoir donc, au niveau du cortex sensorimoteur et au niveau de la conscience tout simplement des effets de modulation de nouveau de la douleur. Et donc la résultante de ces stimulus mécaniques, en étant traité à différents endroits, fait qu'à un moment donné, il y a une résultante de douleur. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de réduire ces douleurs par un traitement manuel. Donc voilà, c'est la cascade de réactions neurophysiologiques qui est proposée, un modèle explicatif par Joël Bielowski. Et ça, c'est la même image simplifiée, stimulus mécanique sur différents tissus, système nerveux périphérique, système nerveux central, moelle épinière, circuit de la douleur au niveau du tronc cérébral et début du cerveau, et puis ensuite vraiment au niveau du cortex, d'accord, à la résultante douleur. Si vous voulez en savoir plus de détails de nouveau, vous pouvez cliquer sur le lien ici qui commente ce modèle en détail. Alors le raisonnement clinique et le traitement de la douleur, on a toujours un gap, donc vraiment un fossé qui va séparer la théorie, la pratique, les études scientifiques, expérimentales, voire cliniques, et la pratique clinique. Et donc le problème, c'est toujours la même chose, c'est que les études, c'est une très bonne source d'inspiration. C'est très intéressant, mais parfois ça ne correspond pas toujours à la réalité clinique et à la relation thérapeutique tout simplement qu'on a avec le patient. C'est difficile de standardiser une procédure d'alliance thérapeutique dans une étude. Parce que c'est très complexe, multifactoriel et adapté à chaque patient, et donc chaque intervention est censée être différente. D'accord ? Donc c'est là la difficulté d'étudier une thérapeutique intégrative de type thérapie manuelle. Si on prend la définition de thérapie manuelle où on a du hands-on et du hands-off, eh bien c'est une intervention qui est multimodale et centrée sur le patient. Donc voilà, on essaie quand même de faire attention aux preuves scientifiques qui sont les plus adaptées à notre patient qui est en face de nous. Et même quand c'est le cas, il peut toujours avoir un gap de nouveau entre la théorie et la pratique. Quand on fait un examen donc, subjectif et objectif, donc le raisonnement clinique en thérapie manuelle se compose de l'examen subjectif, l'anamnèse, l'examen objectif, l'examen physique. On doit quand même avoir certaines choses en tête avant, pendant et après cet examen. Et donc on doit savoir si le patient qui vient vous voir, d'accord, si le patient qui vient vous voir, on doit savoir s'il a une lombalgie dite spécifique, si ça n'a pas été diagnostiqué encore par le médecin, parce que parfois il y a des choses qui ne le sont pas, parce qu'elles évoluent lentement et il n'y a pas une évolution qui est favorable chez le patient. Donc ça veut dire un red flag, d'accord, ou si le patient a plutôt une lombalgie dite commune. Ça c'est vraiment le b.a.-ba. Est-ce que le patient est à faible risque ou à risque modéré au niveau psychosocial de développer de la chronicisation, d'accord, ça c'est important, puisque les mécanismes de douleur vont être différents, donc la prise en charge va être différente. Est-ce que le patient a un comportement mécanique ou non mécanique, ou mixte, d'accord, c'est important de le savoir. Au plus le patient a un comportement mécanique, au plus la thérapie physique sera indiquée et ce sera facile, entre guillemets, de le traiter, parce qu'on a beaucoup d'outils pour ça. Au plus le patient aura une lombalgie non mécanique, et plus il y aura d'autres mécanismes cognitivo-affectifs ou de sensibilisation centrale de la douleur qui seront en place. Et donc ce sera des patients plus complexes à traiter. Ce seront des patients plus complexes à traiter, et ces patients sont en général alors plutôt ce qu'on appelle à haut risque de chronicisation. Et donc là, souvent, il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, on doit essayer d'avoir l'hypothèse principale aussi à la fin de l'examen, même si ça peut évoluer avec les séances au fur et à mesure qu'on va voir le patient. Est-ce que le patient est plus pour nous, on a l'impression qu'il est plus entre guillemets ce qu'on appelle en input, c'est-à-dire qu'il y a une information des mécanorécepteurs, soit articulaires,
soit musculaire, soit neurale, soit mixte de nouveau. Il y a différentes structures qui peuvent intervenir, hein. Rappelez-vous. Backbox, en termes de lombalgie commune, ça peut être vraiment différentes sources nociceptives de différentes structures. Même si en aigu, on considère que c'était plus au départ articulaire, discal, facétaire, sacroiliaque. Il ne faut jamais oublier le musculaire, et en particulier d'ailleurs dans les contextes plutôt sportifs. Et l'aspect neural, ben, si on a entre autres une lombalgie avec radiculopathie par exemple, ou même si on n'a pas de radiculopathie, ça peut être une source, une douleur dans la fesse peut peut-être être d'origine neurale, éventuellement aussi. Alors, quels sont les inputs? Quels sont le processing, donc le processeur, comme un ordinateur? Le processeur, ici dans le modèle, c'est les facteurs psychosociaux et c'est le substrat, d'accord, du système nerveux central, c'est-à-dire moelle épinière et cerveau. Donc dans le processing, ça comprend, on va dire, l'âme et la personnalité, qui est non palpable, on va dire, et l'anatomie, la structure, moelle épinière et cerveau. Et donc, est-ce que le patient a des facteurs psychosociaux qui sont majeurs? Est-ce qu'il a des mécanismes de douleur centraux aussi? Et l'output, les sorties, quel est le contrôle moteur du patient à la sortie? Quelles sont les sorties neurovégétatives du patient par rapport à ses douleurs? Et donc, on doit pouvoir savoir si le patient a un comportement qui est plutôt adaptatif, d'accord? Il ne se penche pas trop en avant, il bouge presque plus parce qu'il a très mal. Ou si c'est plutôt à cause de la peur, il est kinésiophobe, alors il n'ose plus faire trop de mouvements, mais c'est plutôt un comportement qui est devenu mal adaptatif à ce moment-là, parce que s'il faisait le mouvement, il n'aurait pas si mal que ça. C'est plus la prévention du mouvement qui est importante ici. Et donc idéalement, on doit avoir un peu une idée, tiens, est-ce que le patient est plus en input, est-ce qu'il est plus en processing, est-ce qu'il est plus en output? Parce qu'à nouveau, ça va aussi modifier un petit peu notre prise en charge. Les trois facteurs, les trois composantes sont présentes chez n'importe quel patient. Peut-être qu'il y a une tendance principale vers le processing chez l'un ou chez l'output chez l'autre. Et donc on pourra un petit peu orienter un peu plus la thérapeutique en fonction. Si c'est plutôt des inputs, ben on va utiliser le Treatment Based Classification System, d'accord, donc thérapie plutôt physique, d'accord. Même chose si on est sur les outputs au niveau comportement moteur, par exemple, adaptatif. Si on est sur du processing, on va plutôt utiliser la Cognitive Functional Therapy, d'accord. Et bien souvent, on doit faire l'intervention mixte parce que c'est pas toujours évident de déterminer s'il y a une composante qui est prioritaire. Et même s'il y a une composante prioritaire, ben, il faudra quand même faire un ratio un petit peu dans l'intervention mixte de ce dont le patient a besoin, puisqu'il faut donc l'adapter au patient. Alors voilà, je vous rappelle ici que dans l'examen, on a l'aspect donc articulaire, on a l'aspect donc musculaire, on a l'aspect neural, on a l'aspect psychosocial et douleur. On pourrait rajouter, c'est pas encore le cas pour l'instant, viscéral. Dans l'ostéopathie, c'est beaucoup mis en place dans la lombalgie chronique et l'aspect viscéral, notamment au niveau intestin par exemple. C'est pas le cas en thérapie manuelle pour l'instant dans les guidelines, ni dans la mentalité en tout cas en Belgique par rapport à la thérapie manuelle. Par contre en Angleterre, ça se fait un peu plus déjà, même en thérapie manuelle. Le problème, voilà, c'est que c'est toujours la même chose, c'est qu'on a des preuves scientifiques pour soutenir le travail viscéral dans la lombalgie chronique. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir des douleurs viscérosomatiques, donc c'est-à-dire que les patients qui ont des problèmes, par exemple, de digestion, avec des ballonnements, avec la constipation, par exemple, mais souvent rapportent que quand ils ont ces épisodes, ils ont en plus mal dans le bas du dos. Donc il y a ce lien viscérosomatique qui peut se mettre en place. De nouveau, la lombalgie, c'est multifactoriel, donc si vous questionnez votre patient et qu'il vous parle de problèmes viscéraux, ben, une des premières choses, c'est déjà voir un petit peu son alimentation, sa nutrition d'abord. Je pense que c'est très important de pouvoir un petit peu aider le patient par rapport à ça. Éventuellement, si vous avez les compétences, de faire un traitement manuel viscéral, en plus du traitement musculo-squelettique, pour voir si le patient s'améliore. Mais c'est pas repris dans la guidelines, à nouveau. Et je pense que voilà, l'importance ici sera plutôt l'aspect nutritionnel alimentaire. Si vous n'avez pas les compétences pour ça, ben, il faut référer, si c'est une comorbidité qui est associée à la lombalgie, référer à un nutritionniste.
Alors, voilà, on sait que ce qui va être aussi important dans le raisonnement clinique, évidemment, ça va être de savoir quelle est l'étape de la douleur du patient. Est-ce qu'on est en période aiguë, subaiguë, chronique, donc 0 à 6 semaines, aiguë, 6 à 12 semaines, subaiguë, ou chronique au-delà de 3 mois, puisque, comme je l'expliquais, les mécanismes de douleur vont évoluer et changer en fonction de ces 3 périodicités, de ces 3 périodes. Est-ce que le patient est sévère et irritable? Est-ce qu'il est très irritable, modéré ou bien peu irritable? Est-ce qu'il a des pathologies vertébrales sérieuses, inflammatoires, des arthrites ankylosantes par exemple? Est-ce qu'il y a des facteurs psychosociaux qui sont présents et importants? Donc là, c'est différentes choses qu'on doit absolument savoir, à la fin assez rapidement, lors de la première séance du patient. Donc voilà ici de nouveau cette notion de input, processing, et output, j'ai déjà expliqué, avec tous les nocicepteurs ici, avec l'aspect sensibilisation périphérique et surtout centrale au niveau du processing, les mécanismes cognitivo-affectifs, la catastrophisation, la peur, évitement, le stress psychologique, etc., les croyances délétères essentiellement, la satisfaction au travail, les relations interpersonnelles au travail ou familiales. Les outputs avec les systèmes nerveux autonomes, si on est en stress pour raison X et Y, on a une hyperactivité du système nerveux sympathique qui va donc générer évidemment une stimulation de l'axe neuro-endocrinien, et ce qui n'est pas spécialement bien pour les patients. Et donc la gestion du stress, c'est très important, de nouveau, notamment pour la douleur, mais pour d'autres choses aussi, pour les risques cardiovasculaires, pour le surpoids, l'obésité, etc. Et donc là, il faudra gérer le stress, par exemple, par la méditation en pleine conscience, par exemple, la sophrologie, l'activité sportive, et on n'en parle peut-être pas souvent, pas assez, une activité peut-être artistique, puisque si on a une activité artistique, le dessin, un instrument de musique ou autre, certaines personnes ont une réduction du stress grâce à ça. On peut avoir donc des comportements moteurs qui sont adaptatifs ou bien mal adaptatifs, donc comme j'expliquais, et un comportement qui va être mécanique ou non mécanique ou bien mixte. Alors en termes de sensibilisation centrale, maintenant, de plus en plus, on utilise une nouvelle nomenclature où on parle plutôt ici de douleur nociplastique à la place de centrale. Et donc c'est une douleur qui est liée à une altération de la nociception malgré l'absence de preuve d'une lésion tissulaire activant les nocicepteurs ou d'une maladie ou lésion affectant le système somato-sensoriel. Alors pourquoi nociplastique? Pour dire qu'il y aurait une certaine forme de plasticité dans les techniques qu'on pourrait utiliser justement pour limiter. On ne va jamais supprimer évidemment malheureusement un patient qui est aussi sensibilisé comme ça au niveau du système nerveux central, mais on peut essayer de réduire en tout cas l'hyperactivité du système nerveux central par différentes méthodes, hypnose, de nouveau, méditation par exemple, en pleine conscience, thérapie miroir, etc., pour tromper le cerveau. Donc voilà, ça c'est le nouveau terme entre guillemets. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus pour que tout le monde l'appelle nociplastique, mais ça, vous savez que ça s'appelle comme ça aussi maintenant. Alors ce modèle justement de périphéral et de central sensitization, on peut le voir ici à travers cette image. Et donc si on prend ce qu'on appelle la sensibilisation périphérique, on va avoir des lésions tissulaires, au niveau par exemple discal, au niveau facétaire, au niveau capsulaire. Ça va générer une irritation mécanique, donc les mécanorécepteurs vont envoyer de l'information, et une réaction inflammatoire chimique. Et donc on a les nocicepteurs mécaniques et chimiques qui vont envoyer l'information dans la corne dorsale, ici, au niveau jusqu'à la moelle épinière. Ça, à partir de là, on va avoir directement une boucle réflexe, qui va passer, décidément, avec ma souris, donc directement on va avoir une boucle réflexe qui va passer ici dans la corne antérieure et qui va générer des spasmes musculaires. Le patient qui a un lumbago aigu, il est contracté au niveau des paravertébraux, douleur très forte,
aspect sédentaire, il n'a plus envie de bouger parce que ça lui fait trop mal, d'accord? Il va rester éventuellement assis comme ça de travers, pour bien mouvoir, quasiment pas bouger. Et donc ça, c'est un comportement adaptatif, réflexe, d'accord, que le patient ne choisit pas. Et donc ça, c'est la boucle du système nerveux périphérique. Décidément, ma souris, c'est pas top. Voilà, donc ça, c'est la boucle au niveau du système nerveux périphérique. Peripheral sensitization. Après, on a aussi en même temps, directement en parallèle, la central sensitization, ça vient croiser, ça monte au niveau de la moelle épinière, au niveau du tronc cérébral et puis au niveau du cortex sensorimoteur. Et là, ce qu'on appelle la central sensitization, donc c'est la conduction au niveau du cerveau de la douleur. Et donc c'est ce mécanisme-là qui est perturbé ici, déjà à partir de ce niveau ici, donc vous avez des connexions interneuronales. Il y a une ganglion ici aussi, la corne dorsale. Donc on a une première modulation ici, une deuxième modulation là. On va avoir des modulations dans le tronc cérébral à différents niveaux au niveau du cerveau. Et donc on a ces différents niveaux de modulation peuvent générer comme un ampli, d'accord, une amplification du signal. Alors que le signal est le même, entre guillemets, d'accord, mais il y a une amplification du signal sur les différents niveaux du système nerveux ici, parce qu'il y a une modification de la structure. D'accord, au niveau ganglion, ici, au niveau des interneurones, les neurotransmetteurs sont modifiés, d'accord, hyperactifs. Et donc, le patient va percevoir une douleur très très forte. Alors que s'il n'était pas en sensibilisation centrale, peut-être qu'il ne percevrait pas cette douleur aussi fortement. Et parallèlement à ça, donc ça c'est la central sensitization, parallèlement à ça, on a les facteurs cognitivo-affectifs qu'on va retrouver ici aussi. Donc c'était le stress, les facteurs d'hygiène de vie, les facteurs de vie sociale, etc., le travail, qui vont aussi agir comme un amplificateur, ou à l'inverse, comme des amplificateurs si ces facteurs sont favorables. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de jouer sur les émotions, sur l'anxiété, les facteurs d'hygiène de vie, pour essayer de réduire ou de limiter, en tout cas, le volume de l'ampli. Et donc, la douleur va être la résultante de la peripheral sensitization, central sensitization et de tous les aspects cognitivo, affectifs, psychologiques, etc. Et que ce que nous, on vient faire dans ce système-là, on vient envoyer des informations manuelles par des mobilisations, des manipulations, par des techniques activo-passives de contracter relâché aux techniques Milligan, par des techniques myofaciales comme les trigger points, par des exercices de rééducation, de la stabilisation, du renforcement, de la souplesse, de l'optimisation fonctionnelle, par une communication positive et une attitude d'écoute, par de l'éducation thérapeutique, etc. On envoie des informations pour venir parasiter, si vous voulez, ces informations nociceptives sur différents niveaux et essayer de limiter justement la progression de la douleur, l'impact de la douleur. Donc ça, c'est vraiment le rôle de notre travail. Voilà une autre image donc, du modèle input, processing, output. Donc on a vraiment le tissu ici qui va envoyer donc, une information, système nerveux périphérique vers donc, le système nerveux central, vers les centres supraspinaux. Et là, on a tout l'aspect justement plutôt cognitivo-affectif et psychologique, et puis la sortie, la résultante, qui va avoir une réponse sur les tissus et sur l'environnement du patient. Alors le raisonnement clinique, gardez toujours à l'esprit que c'est un cercle qui est en perpétuel mouvement, tout le temps, d'accord. Donc on est toujours dans le raisonnement clinique, on n'en sort jamais, il faut toujours réfléchir. On va donc considérer le patient dans sa situation qui est personnelle, collecter des informations, analyser les informations, identifier les problèmes, établir des objectifs avec le patient, faire des actions et également des actions qui soient partagées entre le soignant et le soigné, évaluer les symptômes du patient et l'amélioration du patient, réfléchir au processus qu'on a mis en place et aux nouveaux apprentissages qui sont mis en place pour le patient. Et on recommence, on reconsidère le patient dans sa situation et on voit l'évolution au fur et à mesure des séances du patient. Alors, donc le raisonnement clinique est interactif, il est orienté sur des hypothèses, des catégories d'hypothèses, très irritable, plus irritable, input, processing, output,
ROM, and range of motion. Donc on va vraiment voir un petit peu quelles sont les catégories qui existent dans différents concepts de thérapie manuelle. Il est aussi orienté sur le modèle, il ne faut vraiment pas l'oublier, sur le modèle biopsychosocial, hein, donc je rappelle, c'est super important, très très important, et c'est le processus de réflexion qui est plus important que le résultat en tant que tel, puisque comme j'expliquais, chaque personne, il y a autant de manières de penser qu'il y a d'individus sur Terre, et donc forcément, il y a autant de manières de raisonner au niveau clinique qu'il y a de thérapeutes. Et donc l'idée, c'est surtout de se mettre dans ce process de réflexion, de slow thinking. On va penser lentement pour collecter un maximum d'informations, ne pas aller trop vite vers une hypothèse qui serait trop facile, au risque de se tromper. Et donc simplement rentrer dans ce process de slow thinking et de toujours être en perpétuel questionnement par rapport à tout ça, et pas rester figé sur une idée surtout, et en particulier si le patient n'évolue pas bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, le modèle planétaire permet aussi d'améliorer le raisonnement clinique et d'améliorer la prise en charge du patient. Et je vous invite à lire tout simplement l'article si vous ne connaissez pas encore, qui explique donc, sur le modèle planétaire, qui est écrit par des collègues de l'université de Gand, qui explique bien pour les kinésithérapeutes. C'est un chouette modèle pour vous aider au début dans le raisonnement clinique et dans l'établissement de thérapeutique avec le patient. On va pas le repasser en revue parce que tout ce qu'on a déjà discuté à travers les différents slides se trouve dans ce modèle planétaire. Alors ceux qui seraient intéressés, on a fait une analyse comparative entre la thérapie orthopédique et l'ostéopathie, parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Et donc j'ai écrit cet article avec Christophe Demoulin de l'université de Liège. D'accord. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que il y a plusieurs différences importantes quand même entre la thérapie manuelle et l'ostéopathie en Belgique, notamment sur l'accès direct aux soins. En kinésithérapie, il faut toujours une prescription médicale au jour d'aujourd'hui pour avoir des soins. En ostéopathie, il y a un accès direct qui est toléré, toujours accepté pour l'instant. Donc ça, c'est déjà une différence. La reconnaissance comme profession de santé, au jour d'aujourd'hui, la thérapie manuelle orthopédique est reconnue par l'arrêté royal et l'ostéopathie n'est pas encore reconnue comme profession de santé, elle reste dans un processus de reconnaissance. On ne sait pas encore exactement dans quel processus elle va être reconnue. Si elle voulait être reconnue comme profession de bien-être, je pense que, comme je crois que c'est le cas en France, je pense qu'il n'y aurait pas eu trop de problèmes pour sa reconnaissance, mais comme elle veut plutôt se positionner comme profession de santé à part entière, c'est peut-être ça qui pose plus de difficultés. Aux États-Unis, l'ostéopathie est reconnue comme profession de santé, mais ce n'est pas du tout le même cursus, puisqu'il faut d'abord faire médecine avant. Donc ils sont d'abord médecins, les ostéopathes aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas évidemment, ou très rarement le cas chez nous en Belgique. Alors ensuite, la différence, donc nous le sait de toute façon, voilà, comment ça va avancer cette reconnaissance, en particulier du fait qu'on n'a pas de gouvernement fédéral pour l'instant sur la santé, donc voilà, paradoxe de la Belgique, pays surréaliste. Alors, ensuite, les systèmes de remboursement sont différents entre kiné, thérapie manuelle et ostéopathie. L'ostéopathie est remboursée uniquement dans le cadre de l'assurance complémentaire mutuelle et pas par l'UNAMI, comme c'est le cas de la kinésithérapie. Les types d'organisation et d'enseignement de thérapie manuelle et d'ostéopathie sont différentes. La majorité des enseignements en thérapie manuelle orthopédique, enfin tous les enseignements de thérapie manuelle orthopédique qui sont reconnus par l'arrêté royal et par l'IFAM se font dans un cadre universitaire ou équivalent, donc c'est-à-dire haute école, subventionné donc par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté française, tandis que en ostéopathie, il y a une seule université pour l'instant, à l'ULB, qui propose un enseignement en temps plein. Tout le restant des formations en ostéopathie en Belgique sont des formations privées. D'accord ? Donc voilà, ça c'est la différence au niveau enseignement. La grosse différence aussi, c'est l'utilisation de la rééducation et du contrôle moteur dans la thérapie manuelle et pas en ostéopathie, puisque les ostéopathes refusent de faire de la rééducation pour se distinguer de manière historique du champ d'action des kinésithérapeutes.
C'est un choix que les ostéopathes ont fait. Voilà, moi je suis pas, c'est pas moi qui ai fait ce choix, mais c'est ce qui a été proposé dans les profils de compétences des ostéopathes pour se distinguer, qui est toujours pas reconnu d'ailleurs, comme j'ai dit, mais ouais, c'est ce qui a été proposé pour se distinguer de la kinésithérapie. Alors que pour moi, je pense que, comme j'ai expliqué, je pense qu'un patient ne devrait pas suivre un itinéraire de traitement qui soit différent en fonction qu'il aille voir un kiné, un chiropracteur ou un ostéopathe. Et tout le monde devrait suivre les guidelines. Et donc il ne devrait pas avoir plusieurs façons de traiter un patient, mais le même itinéraire de soins de guidelines, puisque c'est à ça que ça sert des guidelines, c'est pour améliorer la prise en charge des patients. Et donc évidemment, tout le monde devrait suivre ces guidelines. Alors ensuite, l'intégration aussi du contrôle du concept d'evidence-based practice qui peut changer justement entre thérapie manuelle et ostéopathie, par exemple, le fait d'adhérer à des guidelines, comme je viens de l'expliquer. Les motifs et indications sont différentes, elles seraient plus variées en ostéopathie, elle prétend avoir des indications plus larges, en tout cas, en dehors de l'aspect musculo-squelettique. À nouveau, voilà, là, il faut voir un petit peu, parce que quelles sont les preuves scientifiques de cette revendication, d'avoir une indication plus large. Donc voilà. Et donc, en général, la thérapie manuelle orthopédique, c'est uniquement neuromusculo-squelettique. Donc, on ne va pas, par exemple, s'occuper de reflux gastro-œsophagien, de sinusite, par exemple, ou d'otite, ou des choses comme ça. Alors, ensuite, donc, ce qui est important aussi, donc, c'est le degré de confiance entre les deux professions qu'il y a dans le toucher. Alors, le toucher est très important en ostéopathie, c'est l'outil principal de traitement, vraiment, c'est l'outil principal. Évidemment, il y a la communication, mais l'outil principal reste la main et le toucher. Et voilà, donc de nouveau, ça va dépendre des croyances soignants et soignés par rapport à ça. Et en thérapie manuelle, il y a plus de doutes sur, comment dire, sur l'intérêt du toucher à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Déjà sur la reproductibilité des manœuvres palpatoires, notamment en termes diagnostiques. Donc voilà, c'est un peu la différence. Et puis de nouveau, comme l'outil principal de traitement d'ostéopathe, c'est la main. Les traitements sont majoritairement passifs. C'est différent de la thérapie manuelle qui utilise aussi tout ce qui est hands-on, hands-off, entre autres exercices. Ensuite, il y a des choses qui sont assez communes quand même, donc, comme l'intégration du modèle biopsychosocial, qui n'est pas propre à une profession. Hein. Donc, comme j'expliquais, c'est un psychiatre au départ qui l'a mis en place il y a plus de 40 ans. Et ça a été repris pour le domaine musculo-squelettique, pour la lombalgie en particulier, par Gordon Hoddle il y a 30 ans, qui était un chirurgien écossais orthopédique. Donc ça c'est pour l'histoire du modèle biopsychosocial. L'évaluation du système neuromusculo-squelettique, donc c'est une partie qui est en commun entre l'ostéopathie et la thérapie manuelle. L'utilisation de techniques manuelles, parfois identiques, pour le traitement de ces troubles musculo-squelettiques, de nouveau quelque chose qui est en commun. Une indication thérapeutique du patient, ainsi que l'utilisation d'un raisonnement clinique, par contre, qui est propre à chaque profession, qui est quand même différent. Voilà. Dans l'éducation thérapeutique, le thérapeute manuel va beaucoup se focaliser sur l'éducation à la neurophysiologie de la douleur, sur le modèle biopsychosocial et aussi sur les facteurs d'hygiène de vie. L'ostéopathe va plus se focaliser sur le modèle biopsychosocial et les facteurs d'hygiène de vie, a priori moins sur l'aspect neurophysiologique de la douleur, même si ça commence un peu à changer, mais un peu moins quand même. Pour l'instant, peut-être que ça va changer à l'avenir. Et aussi plus probablement en ostéopathie sur l'aspect alimentaire et nutritionnel, qu'on trouvera beaucoup moins en thérapie manuelle. Et là par contre je pense que c'est important de bien pouvoir aider les patients au niveau alimentaire et nutritionnel évidemment, parce qu'il y a pas mal de pathologies qui peuvent en découler, ou de comorbidités qui peuvent en découler, et ça a une énorme influence sur les facteurs d'hygiène de vie évidemment et sur la vitalité. Voilà, maintenant c'est une compétence il faut se former à ça évidemment pour être compétent. Alors voilà, ça c'est un petit peu la différence, donc je vous invite, si vous voulez plus de détails, à vraiment en savoir plus, à lire cet article. Voilà.
vous verrez, il y a des limites évidemment qui ont été bien clairement mises à la fin de l'article euh, sur les conclusions forcément de notre travail qu'on a fait avec Christophe. Mais je pense que ça a quand même un intérêt puisque beaucoup de patients se posent la question, beaucoup d'étudiants se posent la question, beaucoup de professionnels de la santé se posent la question et donc c'est une tentative de réponse à cette demande qui est énorme. On a essayé de faire cet article de manière la plus honnête possible. Moi personnellement j'ai les deux casquettes puisque j'ai fait l'ostéopathie, formation complète, donc le DO, et la thérapie manuelle orthopédique, formation complète, certifiée, plus un doctorat en sciences de la motricité, orientation en thérapie manuelle. Je pratique les deux, l'ostéopathie comme la thérapie manuelle orthopédique. Et donc voilà, on a essayé d'être le plus objectif possible, même si on n'est que des humains et qu'on a nos propres biais aussi. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien et puis à bientôt pour une prochaine leçon en e-learning. À bientôt.